Bonjour à tous et bienvenue au live du MOOC agroécologie consacré au maraîchage. Je suis Maëlys, donc étudiante à Montpellier Supagro, et voici Amandine, étudiante également. Nous avons à nos côtés Stéphane de Tourdonnet, enseignant-chercheur à Montpellier Supagro. Il travaille sur des questions d'agronomie et d'agroécologie. Si vous avez des questions pendant le live, vous pouvez les poser sur Twitter en écrivant #MOOCAE ou bien sur le forum de discussion du MOOC. Comme la semaine dernière, nous avons également mis en place un pad pour réaliser un compte-rendu de la session live. Alors, nous avons une première question de Julien, qui l'a posée sur la plateforme de discussion Fun. Donc, est-ce que l'utilisation de phéromones dans la lutte contre les ravageurs constitue une pratique agroécologique? Oui, bonjour à tous. Donc, merci pour l'animation, à toutes les deux. Merci aussi aux étudiantes qui s'occupent de relayer les questions. Et merci à Julien pour cette question. Effectivement, est-ce que les phéromones sont des pratiques agroécologiques? Alors, on en parle un petit peu dans le MOOC, et évidemment, oui. Alors, ce que sont les phéromones, ce sont des substances qui sont sécrétées par les organismes, tous les organismes en sécrètent, mais c'est surtout chez les insectes que c'est un mode de communication très, très utilisé, parce que les phéromones permettent une communication entre les organismes. Ce sont des substances qui sont assez proches des hormones que l'on sécrète dans notre corps, qui permettent la communication entre les organes via le réseau sanguin. Mais là, les phéromones sont émises à l'extérieur et permettent aux organismes de communiquer, et notamment par rapport pour les activités et puis la reconnaissance sexuelle. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que cette communication, elle s'adresse aux organismes de la même espèce. Donc, les phéromones sont très spécifiques d'une espèce donnée et vont permettre, par exemple, aux mâles de retrouver les femelles pour pouvoir permettre l'accouplement et permettre la reproduction. Et alors, une fois que les biologistes ont bien compris ces mécanismes, une fois aussi qu'on a réussi à synthétiser finalement des substances qui ressemblent très fortement à ces phéromones-là, de synthétiser de manière chimique ces phéromones, on a pu les utiliser pour à différents desseins, et notamment pour faire ce que l'on appelle la confusion sexuelle. L'idée, elle est assez simple, elle est de se dire, si on émet dans l'air, on diffuse dans l'air ces substances, ces phéromones, à ce moment-là, les organismes qui les utilisent pour communiquer entre eux ne pourront plus communiquer. Et par exemple, le mâle et la femelle ne pourront plus se retrouver parce que l'air est saturé de phéromones et ils ne peuvent plus être sensibles au message qu'adresse le partenaire dans l'environnement. Et donc, cet usage-là a permis effectivement de développer ce que l'on appelle la confusion sexuelle. Ça a aussi été utilisé pour le piégeage des ravageurs, où si on met une phéromone sur une plaque de glu, par exemple, ça va attirer les mâles ou les femelles qui vont être piégés de cette manière-là. On en parle un peu aussi dans les sections du MOOC sur les approches de push-pull, vous savez, d'attraction et de répulsion des organismes, pour attirer certains organismes en dehors des parcelles, par exemple, certains ravageurs en dehors des parcelles. On peut également utiliser les phéromones. Donc finalement, c'est clair que la majorité des phéromones que l'on utilise sont des substances de synthèse, mais ce sont des bio... Enfin, on utilise le biomimétisme, c'est-à-dire qu'on synthétise des substances naturelles qui sont émises dans le milieu, mais qui n'ont pas d'impact au niveau de la pollution de ce milieu, et qui vont avoir une action très spécifique sur l'espèce visée, et donc qui ne vont pas perturber d'autres espèces dans leur fonctionnement ou dans les processus écologiques. Donc, toutes ces raisons font effectivement qu'on peut considérer que l'usage de phéromones est une pratique qui rentre dans les principes de l'agroécologie. Très bien, merci Stéphane. Donc pour continuer, on avait un témoignage de Pierre R sur la discussion sur Mattermost concernant le maraîchage. Et en fait, Pierre R nous expliquait qu'il disposait d'une vingtaine de parcelles individuelles et de 2 parcelles collectives où il faisait des essais en agroécologie. Donc ils ont mis en place des lasagnes et des buttes. Et donc suite à ce témoignage, on s'est posé 3 questions. Parce qu'il nous expliquait que l'absence de travail du sol avait semblé difficile à mettre en place sur ces parcelles collectives. Et donc la question qu'on s'est posée, c'était est-ce que l'absence de ce travail du sol peut poser problème en maraîchage agroécologique? Alors effectivement, ce témoignage est intéressant et cette question, elle est centrale. Je voudrais juste
pour y répondre, commencer par évoquer une émission qui a eu lieu sur France Inter il y a 15 jours. Vous savez, tous les samedis et dimanches matin, il y a une émission qui s'appelle La Main Verte, où Alain Baraton, qui est un jardinier expert et excellent, qui travaille au Potager du Roi notamment, répond aux questions des auditeurs. Et il y avait une auditrice qui posait une question en disant, voilà, j'ai un massif de plantes, est-ce que je dois le bêcher en sortie d'hiver avant de le remettre en culture? Et Alain Baraton a commencé sa réponse en disant, eh ben, je ne sais pas. Il dit parce que d'un côté, c'est vrai que de bêcher, ça va permettre d'aérer le sol, d'enfouir des mauvaises herbes éventuelles, etc. Et donc de bien préparer pour pouvoir assurer un bon milieu pour les fleurs que vous allez mettre. Mais d'un autre côté, le fait de bêcher va détruire de l'activité biologique, va détruire les habitats de tous les organismes du sol. Et donc, on va avoir une diminution de la biodiversité, une diminution de l'activité biologique et de toute la fertilité que peut apporter cette activité biologique. Et je trouvais ça intéressant parce que ça illustre, je trouve, toute cette interrogation qui touche le domaine du maraîchage sur finalement l'intérêt ou pas du travail du sol en maraîchage. Et c'est vrai que voilà, Alain Baraton, qui en général, quand on lui pose une question, donne une réponse, là on lui posait une question et il répondait en disant « je ne sais pas », parce qu'il y a des côtés négatifs et des côtés positifs dans le non-travail du sol en maraîchage. Donc maintenant, si on veut aborder la question en se reportant au principe de l'agroécologie. C'est vrai que le non-travail du sol présente un certain nombre de vertus qui vont nous intéresser. Sa vertu essentielle, c'est de se dire on évite de perturber un milieu et tous ses habitants qui peuvent avoir un grand intérêt par rapport à certaines fonctions écosystémiques du sol et qui vont permettre d'accroître la fertilité du sol. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être effectivement intéressant, sachant que finalement, en maraîchage, il y a deux façons d'aborder cette question du travail du sol. La première façon, et qui est celle qui était indiquée dans ce témoignage, c'est de dire, dans une approche de permaculture, finalement, ce que l'on fait, c'est qu'on va construire des buttes, on va faire des lasagnes, on va faire des alternances comme ça de différents types de matières organiques pour construire un substrat de culture qui, d'une certaine manière, n'aura plus besoin de travail du sol. Donc une première façon, finalement, de répondre à sa question, c'est de se dire, on construit quelque chose qui va être très favorable aux cultures, et je pense qu'effectivement, c'est ce qui est fait dans ce jardin potager. Et à ce moment-là, une fois qu'on a mis en place la butte, elle reste en place pendant 10 ans, 15 ans, voire 20 ans, parce que derrière, elle va supporter une activité biologique très forte qui va permettre finalement un entretien de la fertilité sur du long terme et avec une grande quantité de matière organique qui permet de maintenir cette fertilité. Donc voilà une première réponse qui est apportée par la permaculture. Une deuxième réponse qui est quand on n'est pas dans une approche de permaculture et qu'on va cultiver sur le sol en place, là ce qui va se jouer, c'est de se dire comment, finalement, en non-travail du sol, on va pouvoir assurer les fonctions essentielles et deux fonctions clés en maraîchage qui va être de se dire comment on va désherber et comment on va créer de la porosité dans le sol pour permettre aux plantes maraîchères que l'on met en place de s'implanter. Alors, par rapport à ça, je voudrais juste vous relater une expérience personnelle. Quand j'ai travaillé pendant d'assez nombreuses années sur la question de la diminution du travail du sol dans les cultures céréalières, ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Donc j'ai commencé à y travailler en 2000 et à l'époque j'avais un jardin potager et je me disais bon ben je travaille là-dessus, il faudrait quand même que j'arrive à mettre en œuvre ce que je raconte ou ce que j'étudie dans le cadre de mon activité de recherche. Et donc j'ai commencé. Et puis, voilà, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de se dire, chaque printemps, bêcher mon jardin potager me demandait des jours de travail. Je ne voulais pas le faire avec un appareil mécanique parce qu'il était trop petit et puis parce que je trouve que ça déstructurait trop le sol. Et donc, c'était beaucoup de main-d'œuvre, c'était assez pénible que de faire ça. Et donc, de dire comment on pourrait imaginer un jardin potager sans aucun travail du sol.
Et derrière, il faut développer un raisonnement où, si on ne travaille plus le sol, ça veut dire que le compost, les amendements que l'on apporte, ils restent à la surface du sol et on compte sur les organismes pour les incorporer. Et donc, l'organisme clé qu'il va falloir suivre là-dessus, c'est le lombric, parce que c'est lui qui va aller chercher la matière organique en surface, la faire descendre en profondeur, permettre ce transfert vertical, finalement, d'éléments nutritifs et d'éléments organiques qui ne sont plus assurés par le mélange des horizons avec le travail du sol. Et puis aussi, il fallait développer la culture de plantes de couverture, parce que derrière, s'il n'y a plus de travail du sol, c'est plus compliqué de lutter contre les mauvaises herbes. Donc si on met en place, pendant l'hiver, des cultures de luzerne, des cultures des engrais verts, etc., qui vont étouffer les mauvaises herbes, à ce moment-là, on aura une biomasse où on n'aura pas trop de mauvaises herbes, que l'on va simplement couper au printemps, et on aura comme ça cette litière qui va après être incorporée dans le sol et améliorer l'activité biologique des animaux. Donc ça, c'est une belle histoire. Après, dans la réalité, c'est clair qu'on rencontre des difficultés. Première difficulté, ça ne marche pas pour tous les légumes. Si on prend les carottes, par exemple, de faire des carottes sans travail du sol dans mon jardin qui était assez argileux, très vite elles fourchaient, elles avaient voilà, on ne pouvait pas les cultiver comme ça, et j'ai dû revenir à du travail du sol pour faire des carottes. Pour les salades, par contre, ça marchait très très bien. Il n'y avait aucun souci par rapport à ça. Les tomates, la première année, j'ai diminué par 2 les rendements. Et après, progressivement, j'ai appris de comment arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas de compétition entre les plantes que je cultive à côté et les tomates, que l'activité des vers de terre permette vraiment aux tomates de s'enraciner. Et comme ça, d'année en année, finalement, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est qu'on voit le sol changer. Il devient beaucoup plus souple, il change d'aspect, il y a beaucoup de matière organique en surface, on le voit qu'il devient beaucoup plus noir. Et effectivement, on constate que la fertilité du sol augmente et s'adapte comme ça aux cultures maraîchères. Donc voilà, juste cet exemple pour montrer que le non-travail du sol en maraîchage, oui, c'est possible, sans doute pas pour tout. D'accord, faire une culture de radis sans travail du sol, c'est compliqué. Voilà, tous les légumes racines vont être un peu plus compliqués à faire sans travail du sol. Mais qu'après, il ne faut pas considérer le travail du sol uniquement, ce n'est pas simplement une question de travail du sol, c'est aussi une question de travail du sol, d'utilisation de compost, d'utilisation de plantes de couverture, et c'est tout le système finalement qu'il faut réinventer pour pouvoir se passer de travail du sol, tout en ayant cette fertilité du milieu qui soit conservée et qui est si importante dans les systèmes maraîchers. Et donc, pour finir, je voudrais dire, on mettra en ligne quelques ouvrages, voilà, Camille va s'en charger, qui traitent de cette question du travail du sol du maraîchage sans travail du sol. Je pense notamment à un ouvrage de Dominique Soltner qui est très intéressant là-dessus. Évidemment, les ouvrages aussi qui traitent de permaculture. Et puis voilà, entre vous, au sein du MOOC, au sein de cette session maraîchage, n'hésitez pas à échanger finalement vos témoignages, vos expériences, vos connaissances autour de ce travail du sol, autour de ce maraîchage sans travail du sol. Merci. Alors, on a également une deuxième question qui découle du même témoignage de Pierre. Comment est-ce qu'on peut aborder la question des produits phytosanitaires en maraîchage agroécologique? Donc, est-ce qu'on a, entre guillemets, le droit d'en utiliser? Alors, cette question effectivement, des produits phytosanitaires, elle est clé en maraîchage. Vous l'avez vu, la séquence du MOOC maraîchage, finalement, on l'a focalisée sur cette question. On aurait pu la focaliser sur d'autres questions, sur, par exemple, la question de la fertilité du sol en maraîchage agroécologique, que j'ai plus développé dans ma réponse à la question précédente. Mais voilà, comme on ne peut pas tout faire sur un temps de formation qui est pas extensible, on a décidé de la focaliser sur cette question des produits phytosanitaires parce que, et c'est ce qu'on explique effectivement dans l'introduction, il y a un problème de santé, enfin déjà il y a un très grand nombre de bioagresseurs qui s'attaquent aux cultures maraîchères, que ce soit dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud. Et donc la protection phytosanitaire de ces cultures-là est un enjeu majeur de production, mais également d'alimentation, parce que si on l'utilise si on utilise trop de produits chimiques, effectivement, on peut avoir des produits qui, in fine, sont mauvais à la fois pour la santé du producteur, mais aussi pour la santé du consommateur. Peut-on donc
voilà, il y a beaucoup de réponses par rapport à ça dans le cadre du MOOC, sur les différentes stratégies, entre la stratégie push-pull, j'en ai parlé, entre la lutte biologique, l'utilisation de propriétés biocides ou d'effets barrières pour pouvoir lutter comme ça. Après, je pense que l'enjeu essentiel, effectivement, est de diminuer l'usage de produits phytosanitaires en maraîchage. Si on peut, bien sûr, c'est d'aller vers une pratique bio, et à ce moment-là, d'éliminer tous les produits phytosanitaires issus de synthèse chimique, de développer toutes ces techniques-là qui permettent de pouvoir substituer ces produits sanitaires par d'autres techniques, d'autres solutions. Après, il faut faire attention non plus de ne pas être intransigeant par rapport à ça. C'est-à-dire que dans certains contextes, par rapport à certains bioagresseurs, par rapport à certaines objectifs de production, parfois on ne peut pas se passer de certains produits phytosanitaires. Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas dans une pratique agroécologique et qu'on doit dire voilà, jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui compte, je pense, dans la réflexion sur l'agroécologie en maraîchage, c'est comment faire pour aller dans une direction, comment faire pour diminuer l'usage de ces produits phytosanitaires. C'est pas de dire hors du bannissement total des produits phytosanitaires, point de salut, quoi. Il faut pouvoir aussi, dans certains cas, reconnaître que ça peut apporter des solutions tout en essayant de limiter au maximum leur usage. Et dans certains cas, on peut peut-être utiliser des biopesticides. Je ne sais pas ce que vous pensez. Par exemple, une solution qui a été fabriquée avec de l'ail, il me semble que ça a des propriétés fongicides. Tout à fait, oui. Quand je parle de substitution, c'est en particulier de ça dont je parlais, effectivement, ces biopesticides. On voit aussi que les fabricants classiques de produits phytosanitaires développent beaucoup de recherches et d'actions autour de ces biopesticides, mais souvent aussi ils peuvent être issus, comme tu le disais à l'instant, soit de décoctions, soit de différents types de préparations ou d'usage de pesticides, enfin de molécules naturelles qui ont un effet biocide, qui permettent effectivement de trouver des alternatives à ces produits de synthèse. Après, il faut faire attention aussi. C'est pas parce que le produit est naturel qu'il est sans danger, d'accord ? Et voilà, les pyrétrinoïdes sont des substances naturelles, mais évidemment que si elles sont faites pour tuer des insectes et si on l'utilise pas de manière très 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 bien raisonnée, elles peuvent avoir du danger, un danger également. Donc voilà, donc ça c'est par rapport finalement à ces biocides, c'est-à-dire aux molécules qui vont permettre de tuer les ravageurs. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les pratiques agroécologiques, ce qui est important, c'est aussi de développer toute la partie prophylaxique, toute la partie comment éviter que le ravageur arrive ou comment faire en sorte qu'au moment où il arrive, il ait des antagonistes qui soient là et qui vont permettre de limiter sa population. Et c'est vraiment ça qui est sans doute un enjeu peut-être encore plus important. Voilà, le biocide, c'est au moment où il n'y a pas d'autre solution. Il faut trouver effectivement un moyen de sauver, j'allais dire de sauver la production. Mais comment imaginer des associations de culture, des effets de répulsion, des biotopes qui soient moins favorables à la prolifération des ravageurs est quelque chose qui est vraiment au cœur de la démarche agroécologique là-dessus. Et donc après, pour finir avec le témoignage de Pierre, on s'est posé une dernière question, c'est-à-dire qu'il nous expliquait que sur les 2 parcelles en jardin collectif, il faisait pas mal d'essais et de tests. Et du coup, on se demandait est-ce qu'on pouvait considérer donc, les jardins familiaux, partagés, individuels, comme des lieux d'expérimentation et de diffusion de l'agroécologie, donc c'est-à-dire hors cadre scientifique. Ça, tout à fait. C'est une remarque qui est effectivement très, très pertinente. On observe aujourd'hui en France et dans le monde, notamment avec l'urbanisation du monde, avec le développement des villes, en même temps une réflexion sur comment on réintroduit la nature dans la ville et comment on réintroduit l'agriculture dans la ville. Donc on parle d'agriculture urbaine et finalement les jardins potagers sont une des les jardins familiaux ou les jardins collectifs sont une des manières finalement de réintroduire finalement une fonction des villes qui avait été perdue, qui était de se dire la fonction productive des villes pour pouvoir à la fois satisfaire à l'autonomie d'une certaine manière alimentaire des habitants, mais il est évident que vu les surfaces disponibles, on ne va pas pouvoir assurer une grande partie de l'alimentation à partir de ces jardins partagés.
Par contre, il y a beaucoup d'analyses, et notamment qui sont faites en France, mais également au Québec, dans d'autres parties du monde, ou en Argentine aussi, où ces techniques sont très développées, qui montrent que le fait de rentrer dans une pratique de jardinage amène à changer aussi la manière et le rapport à l'alimentation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dans votre potager cultivé quelques tomates, et puis cueilli ces tomates et que vous les avez mangées, même si ces tomates vont peut-être représenter que 5 ou 10% de votre consommation de tomates annuelle, le fait de goûter ces tomates qui ont vraiment du goût, qui ont été cueillies à maturité, etc., va changer, déjà va vous donner beaucoup de plaisir. Il y a aussi le plaisir de les cultiver, mais le plaisir de se nourrir de cette qualité de légumes et de fruits va être quelque chose d'important. Et on voit aussi que ça peut changer les habitudes d'achat d'autres tomates finalement, et qu'une fois qu'on a goûté ces tomates, on va par exemple plutôt s'orienter vers les variétés anciennes ou des variétés qui ont plus de goût que les tomates industrielles que l'on trouve dans le commerce également. Et donc à travers effectivement ces jardins partagés, il y a quelque chose qui se joue du lien à l'alimentation qui va changer un petit peu la manière de voir et qui va être très intéressante pour promouvoir finalement des pratiques agroécologiques. Et puis, pour revenir sur la question, parce que là je m'éloigne un tout petit peu, on observe aussi dans ces jardins qu'effectivement les maraîchers parlent entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est que traditionnellement, ce maraîchage périurbain était plutôt fait par souvent des très bons maraîchers qui maîtrisaient bien leur technique, mais on les voit encore, ils sont là. Et c'est plutôt en général des maraîchers conventionnels qui utilisent des produits phytosanitaires, qui maîtrisent bien ça, qui ne font pas trop d'associations de culture, etc. Et puis on a une autre population à côté qui est plutôt une population qui n'a pas forcément l'habitude de faire du maraîchage et qui développe des techniques de maraîchage, soit en permaculture, soit beaucoup plus proches finalement de l'agroécologie. Et c'est très intéressant effectivement de voir comment ces différentes visions du maraîchage se fertilisent, j'allais dire, mutuellement, et comment des maraîchers plus conventionnels commencent à importer certaines techniques d'agroécologie, et comment ces maraîchers agroécologiques qui expérimentent, qui innovent, etc., mais peuvent aussi s'inspirer et s'ancrer dans des savoir-faire traditionnels pour pouvoir notamment avoir une production qui soit à la hauteur de leurs espérances. Donc ce que l'on voit dans les jardins partagés, c'est effectivement cette mixité de formes d'agriculture, mixité aussi de manière de faire de l'agroécologie entre ceux qui vont faire des buts, ceux qui vont faire à plat, ceux qui vont plutôt insister sur la partie sol, d'autres beaucoup plus sur la partie bioagresseur, etc., en fonction des problèmes, des cultures qu'ils font, etc., qui fait que ces jardins-là sont des lieux d'apprentissage extrêmement intéressants. Voilà. Alors justement, en parlant de jardins partagés, on a vu sur les forums que de nombreuses personnes se demandaient comment est-ce qu'on peut vraiment mettre en pratique l'agroécologie sur une parcelle de maraîchage. En fait, ils étaient à la recherche de techniques concrètes, peut-être d'un mode d'emploi applicable facilement. Est-ce que ça serait possible de leur répondre? Alors, c'est toujours possible oui, je vais essayer de leur répondre en tout cas. Par contre, leur fournir d'un mode d'emploi, évidemment, ce sera difficile. On l'imagine bien à travers la diversité des cultures maraîchères, la diversité des manières de combiner ces cultures et la diversité des contextes et des milieux dans lesquels on peut le faire. Il n'y a pas un mode d'emploi, mais il y a une diversité de solutions. Déjà, pour l'agroécologie, on avait développé ça également dans la première session du MOOC. C'est difficile de fournir un mode d'emploi, au sens où, finalement, l'objectif du MOOC, c'est beaucoup plus de former un raisonnement, une façon d'analyser les choses, que de donner des solutions prêtes à l'emploi, j'allais dire, pratiques, parce que ça demanderait beaucoup trop de temps, et puis surtout, ça ne pourrait pas s'adapter à la diversité des apprenants, à votre diversité en tant qu'apprenant sur le MOOC. Donc voilà. Alors après, on illustre bien sûr ce que l'on dit de manière un peu générale à partir de quelques exemples que l'on met sur qui illustrent ce que c'est que le push-pull, ce que c'est que la lutte biologique, etc. Vous avez vu ces petites vidéos.
on ne pourra pas répondre de manière très opérationnelle et très pratique à chacune de vos attentes. Mais c'est en ça que, là aussi, je disais tout à l'heure, on va mettre quelques ouvrages, surtout aussi dans la rubrique pour aller plus loin, vous pourrez avoir ces références d'ouvrages. Et puis aussi, on vous incite à échanger entre vous. J'ai vu que sur Mattermost, il y a un groupe de discussion autour du maraîchage qui n'a pas été très actif pendant cette dernière semaine. N'hésitez pas à le réactiver et à se dire, voilà, maintenant que vous avez suivi cette session maraîchage, comment aller vers des solutions plus pratiques, comment les uns et les autres, vous pouvez échanger vos expériences, vos questions. Et puis, c'est bien aussi l'objectif du MOOC, bien sûr, de vous apporter des réponses, une formation, des compétences, mais également de permettre qu'entre vous, vous puissiez vous apporter des questions à ce type de réponse qui va être de ce type de questions qui peut avoir une diversité de réponses. Merci. Et du coup, sur Mattermost, dans le groupe maraîchage, parce qu'il y a quand même eu quelques discussions, on a vu Vilaine et Loumi qui ont parlé en fait du lien entre l'alimentation et le maraîchage en agroécologie. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que de produire soi-même ses légumes, ça crée un lien avec l'alimentation. On va peut-être réfléchir de manière plus locale, de manger de manière plus saisonnée. Et donc nous, c'est une question qu'on se posait. Est-ce que le maraîchage en agroécologie amène une réflexion plus poussée sur son alimentation? Et du coup, on s'est posé la question, par exemple, des tomates. Est-ce que ça va faire... on va aller vers manger des tomates plus quand c'est la saison, mais est-ce que les serres, alors, du coup, sont quelque chose qui peut être réfléchi en agroécologie pour avoir des tomates de manière plus précocement ou tardivement? Enfin, on a réfléchi autour de cette question, donc voilà. Non, c'est une question très importante. On l'a vu là aussi dans la première partie du MOOC. Pour l'instant, on a parlé, dans le cadre de ce live, du maraîchage en agroécologique du point de vue de la production surtout, c'est-à-dire les techniques de production agroécologique en maraîchage. On a vu dans la définition de l'agroécologie et de comment ça a évolué au cours du temps, à quel point, à partir d'un certain moment, l'agroécologie s'était considérée aussi comme l'écologie du système alimentaire. C'est-à-dire de ne pas simplement rester sur la question de la production, mais de pouvoir intégrer dans notre réflexion, dans notre analyse et dans la manière dont on agit, l'ensemble du système alimentaire. Et je pense que le maraîchage est sans doute un des lieux qui démontre le mieux l'intérêt de la prise en compte de l'ensemble du système alimentaire, et notamment, effectivement, pour revenir à cet exemple des jardins partagés dans les villes, parce que ce sont des lieux où à la fois on produit, on consomme, et on le fait sur des circuits très courts, puisque celui qui produit consomme, mais également à travers le développement des AMAP, de toutes les formes de circuits courts, sont des dispositifs, des formes de commercialisation qui rapprochent le producteur du consommateur. Et du coup, qui permet effectivement d'imaginer l'agroécologie sur l'ensemble du système alimentaire. Et ce qui me semble très important, c'est dans le live précédent là, sur culture associée, on parlait finalement des leviers, notamment réglementaires ou financiers, pour pouvoir inciter à l'adoption, par exemple, de culture associée. Je pense qu'en maraîchage, un des leviers clés pour la transition agroécologique, ça va être via l'alimentation. D'accord, j'en parlais tout à l'heure. Si on veut avoir effectivement des tomates qui soient cueillies à point, qui soient cultivées avec des variétés anciennes, qui soient cultivées sur des sols vivants et qui donc de ce fait aussi vont avoir beaucoup plus de goût et de teneur en oligo-éléments, des tomates qui n'ont pas de résidus de pesticides et donc sur lesquelles on va pouvoir développer des techniques de répulsion, etc. pour pouvoir éviter les attaques de ravageurs. Plus on aura une demande sur ce type de tomates, plus on pourra développer des pratiques agroécologiques. Alors que tant que le consommateur est prêt à finalement acheter des tomates industrielles moins chères mais qui n'ont pas de goût, qui ont plus de résidus pesticides, ça c'est pas un levier favorable à l'agroécologie. Donc finalement le développement comme ça d'une demande autour de produits de qualité, de produits sans résidus de pesticides, etc., va être un levier clé pour l'agroécologie. Et de ce point de vue-là aussi, du coup, le fait de cultiver soi-même son jardin, de revenir à ce rapport
à la terre, ou d'être en contact avec des producteurs et de pouvoir discuter avec eux de la manière dont ils produisent, va être là aussi un levier d'agroécologie. Donc voilà, c'est pour ça que souvent en agroécologie, cette question des circuits courts, de la reconnexion dans les systèmes alimentaires est quelque chose qui est très important. Après, pour aller au bout de la question telle que tu l'as formulée, et notamment sur la question des serres, parce que ce qu'il y a derrière cette question aussi, c'est de se dire, est-ce que ça veut dire on va dans un sens de relocaliser la production, et dans un sens aussi de dire il faut manger des légumes et des fruits de saison. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui n'est pas propre à l'agroécologie, mais une approche écologique finalement de l'alimentation amène à ça, parce que des fruits qui viennent de très loin ont un coût carbone très élevé, etc. Bien sûr que les serres peuvent être utilisées en agroécologie, et que, bien sûr, en tout cas, c'est ma conviction, on peut utiliser des abris plastiques. La question, effectivement, de pouvoir avoir des légumes en sol, est pour moi, en sol ou sur but de permaculture, est pour moi quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a sur des légumes qui sont complètement hors sol, sur des pains de laine de roche, etc., là, on va avoir beaucoup moins de levier pour faire de l'agroécologie. Par contre, des systèmes de serres plastiques ou de différentes serres avec une culture en sol permet effectivement d'allonger un petit peu la période de production. On aura des tomates jusqu'à l'automne, un peu plus tôt dans le printemps. Et ça, je pense que c'est tout à fait intéressant aussi pour pouvoir, à la fois pour le producteur, pour pouvoir utiliser sa main-d'œuvre plus longtemps et avoir des rentrées d'argent plus longues, et puis pour le consommateur, pour avoir des tomates de qualité, par exemple, sur une plus grande période. Donc ça, voilà, de mon point de vue, en tout cas, voilà, cette question sur les serres, sur l'usage de ces serres est tout à fait compatible avec l'agroécologie, à condition qu'on n'aille pas vers des systèmes effectivement qui soient de serres chauffées ou fortement chauffées, avec du coup un coût carbone très important, ou complètement hors sol, sur lesquels on va avoir beaucoup moins de leviers agroécologiques pour pouvoir les gérer. Merci beaucoup. Bon, ça va être la fin du MOOC. Donc, je vous remercie tous les deux. Pas la fin du MOOC, la fin du live. Pardon, oui, bien sûr, pas du tout du MOOC. Je remercie les filles à l'ordinateur aussi derrière. Et on se retrouve demain, du coup, pour le live sur l'élevage à midi et à 13h sur l'agroforesterie. Et donc, bien sûr, vous pourrez retrouver la vidéo en ligne de ce MOOC dès demain sur le site internet. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.